Le Trésor, Véronique Barbier. À la une de ce JT en chiffres, 200 000 frigos échappent chaque année au recyclage. Cela représente un risque accru de pollution, alors que ces appareils peuvent être quasi entièrement retraités. La preuve en images dans un instant. Polémique autour d'un projet de rénovation de maisons situé en zone inondable, à Dolin, en province de Liège. Même la région wallonne s'en mêle. On verra pourquoi, avec Maxime Dumoulin. Il y a de l'amiante dans certains bâtiments du musée des sciences naturelles. Une zone qui n'est pas ouverte au public, mais qui contient de nombreux trésors. Le bâtiment pourrait devoir être démoli. Faire son travail d'assistante sociale en pleine guerre, portrait dans ce journal d'une Ukrainienne qui veille sur ses compatriotes dans une ville en ruine. Un an en tête du championnat, mais sans doute pas de titre. Au final, l'Union Saint-Gilloise a perdu hier face à Bruges. Les supporters, comme les joueurs, accusent le coup difficilement. Bonjour et merci de rester informé. Une histoire de recyclage pour débuter. Et quand on parle de frigo, il y a du laisser-aller. Visiblement, trop d'appareils ne rentrent en effet pas dans la filière, alors que 98% des matériaux peuvent être recyclés. C'est une source de pollution importante qui inquiète Récupel. On fait le point avec Valentin Temmerman, Joris Boulouk et Aline Delvoye. Ces dizaines de frigos viennent d'arriver sur le site de recyclage de Recidel à Wandre. Ils vont être broyés pour récupérer les matériaux qui les composent, mais avant, ils vont être dépollués. Donc la première étape, c'est vraiment enlever les gaz et l'huile qui se trouvent dans le système de refroidissement. Et puis après, en broyant les frigos, il faut récupérer tous les gaz qui s'échappent de la mousse d'isolation. Donc là, il faut que ça soit traité comme il faut et tout récupérer. C'est l'étape du broyage pendant laquelle la mousse polluante est aspirée. Il a fallu investir dans ces outils car mal recyclés, les frigos peuvent être très polluants. Ça peut avoir un effet comparable à une émission d'un trajet de voiture de Bruxelles à Pékin. Donc c'est quand même grave, surtout quand on sait qu'il s'agit d'un effet d'un seul frigo et qu'il faut compter ça fois 200 000. 200 000 frigos seraient en effet mal recyclés chaque année dans notre pays, d'après les calculs de Récupel. La plupart d'entre eux vont aller dans des circuits de ferraille, ici en Belgique, ou bien exportés vers l'étranger, vers l'Asie ou vers l'Afrique. Et là-bas, bien sûr, ils ne sont pas traités correctement. On récupère les métaux, mais sans tenir compte de la dépollution. Sans compter les dépôts sauvages, mieux vaut donc confier son frigo à un réciparc ou dans une ressourcerie qui travaille selon les normes Récupel. Et si votre frigo est repris par l'installateur de votre nouveau réfrigérateur, assurez-vous qu'il dispose du label « Ici, nous recyclons bien ». Et quand on parle de recyclage, de plus en plus de déchets peuvent désormais se mettre dans les sacs bleus en Wallonie. Il faut donc adapter les usines capables de les traiter et de séparer tout cela correctement. Un nouveau centre s'est installé à Glun. C'est le plus grand du genre. Il peut trier jusqu'à 50 000 tonnes de PMC par an. Reportage sur place de Philippe Ouibo, Pierre Rosier, Alexis Gonzalez. Des pots de yaourt, des raviers, des barquettes. Depuis 2019, les ménages belges peuvent déposer davantage d'emballages plastiques dans les sacs bleus. Pour trier ces déchets, il faut de l'espace et une technologie adaptée. Tous les jours, 50 camions déversent l'équivalent des déchets PMC de plus de 2 millions de Belges. Ces 2 grues électriques se chargent de stocker et d'envoyer les déchets au tri. C'est la première fois en Belgique que nous avons ce genre d'équipement. Et ce qui est important ici, c'est surtout d'éviter que les camions et les opérateurs soient au contact de la grue lors du chargement pour le process. Et ici, vraiment, l'objectif a été de se focaliser sur la matière, sur la qualité et donc d'avoir des équipements très spécifiques. L'usine fonctionne 24 heures sur 24, 5 jours sur 7. Elle peut trier jusqu'à 5000 sacs bleus par heure. Les technologies employées comme le tri optique ou les trommels et leurs grands tambours sont à la pointe. Elles permettent de séparer jusqu'à 14 flux ou fractions de déchets plastiques différents. C'est ici que s'opère toute la séparation des différentes fractions. Et ensuite, on a des halls complémentaires, 2 halls complémentaires qui, eux, vont conditionner les matières qui ont été triées. Il y a ce qu'on appelle les presses à paquets qui permettent de compacter tout ce qui est ferreux, donc les boîtes de conserve. Et vous avez de l'autre côté les presses à balles qui, elles, pressent toutes les autres matières. 90 personnes travaillent dans l'usine en bout de processus pour atteindre un niveau de pureté élevé. Des humains corrigent les défaillances des machines.
Ici, nous sommes dans une cabine de surtri où il y a un contrôle des opérateurs qui retirent ce que les machines ont raté. Nous devons absolument avoir une qualité qui peut monter jusqu'à 98% de pureté. Et donc pour ça, il n'y a pas d'autre solution, il n'y a que l'humain qui peut encore y arriver. Le centre de tri est issu d'un partenariat public-privé. Les déchets déposés viennent du Hainaut, mais aussi de Flandre. Ce type d'installation sert donc de modèle pour la Belgique, qui veut s'imposer comme le leader européen du tri des déchets ménagers. À suivre dans ce journal, la Finlande qui est pour une adhésion sans délai à l'OTAN. Avec 1300 km de frontières communes avec la Russie, le pays se protège malgré les menaces russes. Quentin Warlock fera le point pour nous. Demi-finale ce soir pour la Belgique au concours Eurovision de la chanson. On en parle avec Françoise Barré qui nous attend à Turin. Pas de doudou pendant 2 ans. Les Montois n'en peuvent plus. Ils ont fait la file ce matin pour avoir une bonne place pendant les festivités. Mais avant cela, voyons ce qui se passe donc sur le terrain en Ukraine. L'armée ukrainienne semble reprendre des positions importantes, notamment du côté de Kharkiv, la deuxième ville du pays. Dans le sud, la situation est toujours difficile, notamment à Orikhiv. C'est une ville proche de la frontière de la ligne de front. Une assistante sociale a décidé pourtant de rester dans son village pour continuer son travail. De nombreuses personnes âgées n'ont en effet pas voulu être évacuées et elles ont besoin d'aide. Vincent Bayonnet et Esmeralda Labi. Sur son vélo comme avant, comme si rien n'avait changé, comme si la guerre n'était pas aux portes de son village. Jana habite à Orikhiv dans le sud du pays, près de la ligne de front. Les bombardements de l'artillerie russe sont fréquents. Je suis assistante sociale. Je travaille avec des personnes âgées et des personnes handicapées. Je ne peux pas les laisser. On en a évacué beaucoup, mais toutes ne peuvent pas marcher. Et tout le monde ne veut pas partir. Les personnes âgées ne veulent pas partir. Alors je travaille. Je leur apporte des petites choses, de l'aide humanitaire. Je leur achète de la nourriture. Jana est parfois le seul contact humain que ces personnes âgées et handicapées ont encore. J'ai besoin qu'on s'occupe de moi tous les jours. Et elle nous aide beaucoup. Elle s'occupe de 17 ou 18 personnes dans la même situation que moi. Parfois, je l'appelle quand j'ai besoin qu'on me lave les jambes. Je ne peux pas le faire moi-même. Je ne peux pas me pencher en avant. Malgré les bombes, la peur, les pénuries, les destructions, de nombreux Ukrainiens refusent toujours de quitter leur maison, leur ville, leur pays. Il n'y a pas de cible militaire ici, pas d'infrastructure, rien. Ils tuent juste pour que les gens paniquent. Hier, ils ont bombardé une distribution d'aide humanitaire. Ce ne sont pas des êtres humains. On ne peut pas faire ça. Même le cimetière a été bombardé, mais la situation, aussi terrible soit-elle, ne change rien pour Jana. Chaque jour, elle continue sa tournée, à vélo. Oui, c'est un conflit qui aura des conséquences. Au niveau de l'OTAN, l'alliance devrait en effet s'élargir. La Finlande a confirmé ce matin qu'elle était favorable à une adhésion sans délai. Le président et la première ministre ont publié un communiqué commun. Alors, Quentin Warlock, c'est une décision que l'on va analyser avec vous. Pourquoi a-t-elle été prise ? Parce que la guerre en Ukraine, elle a tout changé. Question de sécurité. Regardez cette carte qu'on vous a préparée. L'invasion de l'Ukraine, on la craint désormais du côté de 2 pays, du côté de la Suède et du côté de la Suède et de la Finlande. Vous le voyez ici, l'invasion, donc, elle est crainte du côté de ces 2 pays qui sont dits vulnérables car ils ne sont pas membres de l'OTAN. Ils ne seraient donc pas protégés par ces fameux 30 pays qui font partie de l'alliance de l'OTAN. Des pays qui ont notamment des frontières, on le voit ici, avec la Russie. On pense notamment à l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie, la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie ou encore la Roumanie, par exemple. Et donc, adhérer pour se protéger, pour être protégé, c'est certainement la raison principale de la demande d'adhésion de la Finlande. Cela dit, les Finlandais ont longtemps été contre, en tout cas, cette adhésion à l'OTAN. Oui, il faut savoir qu'historiquement, en fait, la Finlande, c'est une ancienne province russe. C'est un jeune pays indépendant en 1917, 5,5 millions d'habitants seulement, membre de l'Union européenne, mais on l'a dit, non aligné militairement. Or, regardez la frontière avec la Russie, on vous l'a mise ici, c'est 1340 km. Et donc, protéger cette frontière avec la Russie, protéger ces 1340 km pour un seul pays,
c'est peut-être un peu beaucoup et donc ils veulent aussi avoir l'adhésion, et en tout cas adhérer à l'OTAN. Ce qu'il faut savoir, c'est que Vladimir Poutine nous a montré qu'il pouvait notamment être imprévisible, et ça les Finlandais ils l'ont bien compris, ils ont donc peur. Regardez, avant la guerre, il y avait un Finlandais sur 4, 25% qui voulaient adhérer à l'OTAN. Aujourd'hui, ils sont 3 fois plus nombreux. 76% des Finlandais veulent adhérer à l'OTAN. La majorité du Parlement finlandais également. L'intention devrait en tout cas être officielle dimanche, avant peut-être dans les prochaines semaines une demande d'adhésion de la part de la Suède. Voilà pour ces précisions, et notons cette réaction du Kremlin face à cette candidature finlandaise. Eh bien, le Kremlin estime que cela constitue une menace contre la Russie. Merci en tout cas Quentin Warlop. On évoque le Covid dans le monde à présent, avec un premier cas officiel en Corée du Nord. Le dirigeant Kim Jong-un a annoncé d'ailleurs un confinement total. Ce serait le variant Omicron qui aurait été détecté. La Corée du Nord qui a fermé ses frontières au début de la pandémie et qui a toujours refusé le vaccin pour ses 25 millions d'habitants. C'est donc un pays à l'arrêt aujourd'hui. Cela dit, pas pour tout, puisque l'armée a quand même procédé ce matin à un tir balistique au large de ses côtes. Allez, plus léger, un peu de musique avec le concours Eurovision de la chanson qui a débuté à Turin, en Italie. La Belgique entre en lice ce soir. Jérémy Makiese tentera de se qualifier pour la finale de samedi avec sa chanson Miss You. Turin, où nous allons rejoindre immédiatement Françoise Barré. J'imagine, Françoise, que le stress monte dans le camp belge ? Et oui, et en Italie, de toutes les façons, on se réconcilie toujours avec la vie. Et derrière moi, toute l'ambiance architecturale de la capitale du Piémont. Nous sommes à Turin. Et Jérémy Makiese est à l'aise, à la cool, détendu, serein. 18 candidats pour cette demi-finale. Mais il y a quand même de la concurrence. Il y a la chanson de la Pologne, de la Finlande, mais aussi grande favorite de la Suède. Mais il est prêt. Alors, je vous propose, dans ce temple de la canzone et des chansons italienne ici à Turin, de suivre dans les moindres recoins, dans les coulisses, Jérémy Makiese et ses 4 danseurs. Regardez ce reportage quasiment volé et intime réalisé avec Vincent Hufti. Cajolé, chouchouté, entouré. Ça va, Métia ? À la cool, Jérémy, qui est aussi footballeur, ne se laisse pas démonter. Tu te rappelles le premier jour que bien dormir ? Eh oui, bien dormir. Organisation cordeau, horaire d'enfer, mais sa plaisante et sa souris, sans jamais oublier de mettre l'aventure sur les réseaux sociaux. Alors à la descente du car, petite prise de température. On est au même niveau et on va représenter la Belgique ensemble. Parce qu'on est sur scène ensemble, on a un lien, tu vois, on a un lien sur scène, on est un en fait. Et Miss You, comme je le dis, Miss You c'est pas moi, Miss You c'est nous tous. On a tous fait des sacrifices pour arriver ici aujourd'hui, fermer des portes pour en ouvrir d'autres, donc c'est vraiment ça qu'on fait. Ouais, carrément. C'est fort ce que tu viens de dire. Un mot d'encouragement, des selfies et des autographes, voilà Marc de Verviers, un fan absolu. Merci, merci beaucoup. Merci. Il a du rythme et il a une bonne chorégraphie. Donc j'espère ce soir qu'on passe en finale. Et là, le gigantisme de l'Eurovision, plus de 20 caméras, un light show, tout dans la démesure. Montée chromatique, gamme large d'une voix intuitive, Jérémy Makiese déchire. Quatre danseurs soudés autour de lui, 2 sont de Mons et de Charleroi, une expérience unique. On veut se graver dans la vie des gens, dans la mémoire des gens. Et dans l'histoire de l'Eurovision. Et dans l'histoire de l'Eurovision et surtout de la Belgique aussi. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on est là. On est entre nous on est une bande de jeunes dans un esprit communautaire et ça va le faire. Ce soir à Turin, il va falloir tenir la note, galvaniser le public, mais surtout le convaincre. Un reportage de Françoise Barré, et on vous retrouvera d'ailleurs ce soir dans le JT de 19h30. Merci Françoise. C'est la fin de ce JT. Tout de suite la météo avec Stéphane Piedboeuf et puis l'émission Affaires conclues. Très belle fin de journée à tous. À demain.